Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui cette édition du 1er avril en vous partageant les actualités et informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de TVR9, suivi d'un retour sur la toute première édition de la soirée Grand Ours qui a souligné la persévérance scolaire chez les jeunes. On sera ensuite au Covabar pour un suivi dans le dossier Nordvolt avec M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar. On reçoit également la mairesse de Belleuil, Mme Nadine Villot, pour revenir sur les faits saillants du dernier conseil de ville. Finalement, la préfète de la MRCVR, Marilyn Nadeau, nous partage les actualités de notre région. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. La Fédération des astronomes amateurs du Québec a conçu l'application Mon Éclipse afin de vous permettre de simuler et obtenir des informations précises pour observer le phénomène du 8 avril prochain de façon optimale. On vous invite donc à la télécharger dès maintenant. De plus, grâce à une collaboration avec la Société d'astronomie de la Montérégie, une formation grand public sur l'éclipse présentée par M. Alain Préfontaine, chargé de projet Éclipse à la FAAQ, est accessible à tous sur la page Facebook de la Fédération. Monsieur Xavier Barsalou-Duval est fier d'annoncer que 11 projets de la circonscription ont été acceptés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour un montant total de 193 000 $. Notamment, on retrouve 25 000 $ pour Saint-Charles-sur-Richelieu pour l'achat de balançoires et de tables pour animer le parc, 25 000 $ également pour Saint-Denis-sur-Richelieu pour la mise sur pied d'un terrain de pétanque avec abri et banc et 7 000 $ à la FADOC Saint-Antoine-sur-Richelieu pour l'organisation de dîners communautaires, d'après-midi cinéma, de jeux cognitifs et d'un repas des fêtes pour briser l'isolement. Rappelons que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés et qui ont une influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité. L'organisme à but non lucratif aux sources du bassin de Chambly est fier d'annoncer le début d'un projet d'envergure lui permettant de passer à la prochaine phase de son développement avec l'appui financier d'Investissement Québec, de Desjardins et de plusieurs autres fondations. Le coût total de ce grand projet est évalué à un peu plus de 3 millions de $. Les fonds octroyés par les différents intervenants impliqués serviront notamment à moderniser les installations actuelles, mais surtout à la construction d'un tout nouveau bâtiment de pointe représentant l'ajout de plus de 5 000 pieds carrés, appelé le pavillon alimentaire. C'était vos actualités TVR9. Maintenant, on va rejoindre notre reporter Marie-Ève Brisebois qui a assisté à la toute première édition de la soirée Grand Ours, qui était un partenariat entre Intégration Compétences, le Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite Diouville et le Centre d'éducation des adultes des Patriotes. La promotion de la persévérance scolaire est importante, mais la reconnaissance de celle-ci l'est tout autant. Nous sommes à la première édition de la soirée Grand Ours en collaboration avec Intégration Compétences. Le cheminement scolaire est un grand défi. C'est comme un Ironman éducatif. Il y a le primaire, suivi du secondaire, les études professionnelles ou techniques. Chaque phase de ce périple éducatif présente ses propres défis uniques, mais aussi ses opportunités de croissance. Durant ces années, les élèves se retrouvent confrontés à divers obstacles qui mettent à l'épreuve leur résilience et leur détermination. Durant ces années, les élèves se retrouvent confrontés à une diversité d'obstacles et des difficultés d'apprentissage, par exemple. Si on part des difficultés d'apprentissage confrontées à eux, qui surgissent les examens aussi, on passe par la pression de la performance qui pèse sur leurs épaules, bien, ces défis peuvent sembler très décourageants. Dans ces moments de doute, souvent de stress, la capacité de réussite de l'élève implique un fort engagement personnel, du soutien de l'entourage des enseignants aussi, ainsi que des ressources adaptées pour la réussite. Le véritable défi réside dans la capacité d'accepter les situations
demander où chercher de l'aide, de faire un plan d'action, de mettre tous les outils dans son coffre pour traverser les embûches qui se présenteront tout au cours de ce parcours. Chaque petite victoire mérite d'être soulignée tout au long des étapes. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Ma phrase préférée, le fil d'arrivée ne s'arrête pas à la même place pour chacun, mais tous les chemins méritent d'être honorés. C'est beau. Ce soir, nous encouragerons la persévérance scolaire, valoriserons les efforts de tous les étudiants. Ce gala nous permet de mettre en valeur, chers étudiants, de vous mettre en valeur, de vous faire vivre un événement positif, significatif dans votre parcours scolaire et de vous donner un sentiment de fierté. Je suis avec Joanie et Alison, nommées au gala de la soirée Grand Ours. Aujourd'hui, tout d'abord, Joanie, expliquez-nous un peu votre parcours pour en arriver en tant qu'étudiante à être nommée dans une catégorie. En fait, moi, j'ai retourné aux études à l'âge de 30 ans. Ça faisait 14 ans que j'étais dans le milieu de la vente, puis je voulais vraiment faire autre chose. Je pense que j'avais quelque chose à offrir pour les jeunes. Fait que j'ai décidé d'aller chercher mon secondaire 5. En fait, moi, c'est qu'à 30 ans, j'avais seulement un secondaire 2. Fait que j'ai vraiment été aux adultes avec le support de mes professeurs, avec le support de ma famille. J'ai pu vraiment persévérer à travers ça malgré les petites embûches. Fait que ça m'a amené de fil en aiguille aussi de pouvoir aller au cégep, chose que je ne pensais pas faire du tout dans ma vie pour aller me chercher, dans le fond, une technique en éducation spécialisée que j'ai terminée d'ailleurs. Et quels facteurs extérieurs vous ont peut-être un peu donné des embûches ou encore favorisé à votre parcours? Bien, en fait, je pense que tout repose sur la persévérance et la motivation, dans le fond, que tu peux avoir toi-même. Puis je pense que c'est une belle chose à essayer de favoriser. C'est vraiment de se motiver à tous les jours parce que c'est pas facile en tant que souvent on est des anciens décrocheurs qui retournent à l'école. Donc, ça fait toujours peur un petit peu au début, mais avec tout le support qu'on a des professeurs, de toute l'équipe, vraiment, je pense que ça favorise grandement, dans le fond, notre réussite scolaire, là. Et comment vous aviez réagi à la nouvelle de votre nomination ce soir? Bien, écoute, j'étais vraiment surprise. En fait, j'étais vraiment reconnaissante parce que je suis un peu comme une ancienne des adultes. Je suis une des plus âgées, je crois, à faire mon secondaire. En fait, moi, ça me touchait beaucoup, mais c'est sûr que, dans le fond, tous mes encouragements allaient aux jeunes aussi par rapport à ça parce que moi, j'avais beaucoup d'expérience déjà dans la vie et tout, fait que je voulais vraiment donner la chance aux jeunes, mais ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir été nominée par mes professeurs là, pour la Grande Ours. C'est très, très apprécié, j'en suis certaine. Et pour Alison, quant à toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à être en nomination ce soir? Ce qui m'a mené, c'est le fait que j'avais pas fini mon secondaire, que c'était dur de se trouver un emploi qui allait vraiment payer, surtout que je suis une jeune maman. Puis il faut que je subvienne aux besoins de ma fille. Fait que j'ai été motivée pour y retourner pour elle. Bien qu'elle soit une jeune maman de 23 ans, Alison a déjà réussi 5 cycles en français et en mathématiques depuis le début de l'année scolaire. Elle démontre une admirable détermination en travaillant très fort à la maison pour réaliser son objectif de formation le plus rapidement possible. Bravo, Alison! Et tu as dû gérer la conciliation famille-travail par le fait même. Est-ce que c'est quelque chose que tu encouragerais d'autres jeunes filles comme toi, même si la grossesse survient et tout, à poursuivre les études? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est bénéfique, surtout quand tu as des enfants, d'aller chercher vraiment tes études pour avoir le meilleur avenir pour toi, mais aussi pour tes enfants. Et comment tu as réagi, toi, à l'annonce en étant récipiendaire d'un prix comme ça? J'ai été vraiment surprise, mais c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir la reconnaissance, puis de voir que les gens voient le travail que tu fais, puis c'est le fun. C'est certain. Et de quel conseil, en fait, tu pourrais donner à d'autres jeunes qui voudraient poursuivre? Le meilleur conseil pour vraiment terminer ses études, avoir un parcours académique qui est satisfaisant en bout de ligne? C'est surtout la motivation. Il faut vraiment que tu sois motivé puis que tu travailles fort. Puis c'est sûr qu'il faut que tu laisses certaines choses de côté, mais ça en vaut la peine à la fin, là. Et je crois que le programme offre aussi un encadrement quand même assez approfondi pour chaque jeune. Vous vous êtes senti vraiment accompagné dans tout le processus? Oui, surtout dans le programme que je suis accompagnée d'intervenantes, mais aussi de mes professeurs. Fait que ça l'aide beaucoup à garder la motivation. Puis quand on a des petits problèmes, on peut se tourner vers eux, là. Je vous remercie pour ce message d'espoir combiné à une belle soirée comme ça. Merci d'être venu en entrevue avec nous. Merci à vous. Va nous rattraper
Lors de notre dernière visite chez Covabar, on parlait d'une rencontre éventuelle avec Nordvolt. Et aujourd'hui, on rejoint M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, parce que vous avez rencontré Nordvolt finalement. Oui, effectivement, en janvier, nous avons rencontré les dirigeants de l'entreprise parce qu'on entendait parler du projet, mais on n'avait pas de précision. Alors, en fonction des informations publiques, on avait quand même quelques préoccupations par rapport à toute la gestion de l'eau de l'usine, parce qu'en partant, ce terrain-là actuellement est perméable, alors donc l'eau peut percoler. Et avec la construction d'une usine aussi grande que 75 terrains de football, on va comprendre que le terrain va être pas mal moins perméable. Alors, il y a toute une gestion des eaux pluviales à faire d'une certaine façon qui est préoccupante. Et c'est pour ça qu'on a proposé le concept d'usine éponge aux dirigeants de l'entreprise, parce qu'il y a une partie de l'eau qui pourrait être récupérée pour les sanitaires à l'intérieur, parce que juste avec les toits, les eaux également pluviales à l'extérieur, comment vont-elles être gérées aussi, parce que pour pas qu'elles n'aillent à la rivière avec des contaminants. Alors ça, c'est un des éléments là, qui figurait parmi nos préoccupations. Donc, quand vous dites perméable, c'est que l'eau reste sur le terrain, que ça ne va pas s'écouler dans la rivière. C'est-à-dire que l'eau percole, dans le fond, directement au sol. Donc, en bâtissant le terrain, cette eau-là va se déplacer. Alors, compte tenu aussi maintenant des changements climatiques, on a souvent des pluies plus abondantes en un plus laps court de temps. Alors, donc, un laps plus court de temps, effectivement. Oui. Alors, donc, ça fait en sorte qu'il y a une gestion des eaux qui est réellement là, à mettre en place, qui est nécessaire. Puis, les suggestions que vous avez faites, quelle a été la réponse de Nordvolt? On a senti de l'ouverture quand même, parce que l'entreprise peut réellement, je pense, être à l'écoute de la communauté. Un autre des éléments qu'on avait, c'était aussi, on avait entendu, qu'ils vont puiser l'eau directement à la rivière pour leur système de refroidissement. Alors, où va être l'emplacement éventuellement de cette prise d'eau et où va être aussi l'emplacement du retour d'eau? Parce qu'on se rappellera que CIL, pendant presque une centaine d'années, a quand même eu ses rejets directement à la rivière. Alors, on a la prétention de croire qu'il y aurait un panache de sédiments qui, aujourd'hui, est probablement enterré par d'autres sédiments. Mais compte tenu du retour d'eau, puis quel volume sera-t-il, c'est là qu'on se questionnait aussi, à savoir pour ne pas remettre en circulation les vieux sédiments qui, on peut prétendre, qui sont quand même d'une certaine toxicité. Alors donc, c'est quand même important, compte tenu qu'il y a quand même 3 usines de filtration d'eau qui sont en aval, pas de l'usine, ici, donc de Belleuil. Alors, c'est assez préoccupant. Là. C'est quand même tout près là, de 75 000 personnes là, qui ont leur eau potable dépendent de la rivière. Là. Exactement. Puis, est-ce que l'entreprise a été en mesure de vous donner des réponses sur à quels endroits ils vont puiser l'eau, à quels endroits ils vont la retourner? Bien, actuellement, on n'a pas encore d'informations. On nous a quand même affirmé qu'on serait consulté justement au moment où ils vont décider de la prise d'eau et du rejet. Alors, nous, on leur a proposé quand même une certaine collaboration et en ce sens-là, on nous a dit qu'on siégerait au comité de relations qu'ils veulent mettre avec les citoyens, là, parmi les sièges pour les organismes environnementaux. Est-ce que votre place a été confirmée sur ce comité-là? Bien, moi, je la prends pour acquis parce qu'on a affirmé qu'on voulait y être et on nous a dit qu'on était très heureux de nous accueillir sur le comité. Alors, on prend pour acquis qu'on va avoir un siège sur le comité. Et quelles seraient les prochaines étapes là, dans le dossier Nordvolt? Quelle est pour vous les discussions essentielles à avoir avec l'entreprise? Bien, éventuellement, ils ont déposé, de ce qu'on comprend, le plan de l'usine, ou du moins l'aménagement au ministère de l'Environnement. Alors, en ce sens-là, on souhaite que le ministère de l'Environnement prenne compte justement de certaines réalités par rapport à la gestion de l'eau là, sur le terrain de l'usine. Alors, éventuellement, nous, on attend la création, ou du moins la mise en marche du comité, parce qu'on s'attend que ce soit éventuellement la tribune où on pourra faire valoir éventuellement nos idées et nos suggestions. Puis, bien évidemment, la rivière Richelieu, c'est la source d'eau potable d'environ 80 000 personnes là, sur le territoire. Bien, 80 000, ça, c'est en aval de Belleuil, parce que sur l'ensemble de la rivière Richelieu, c'est 300 000 qui dépendent de l'eau potable, de l'eau de la rivière. Mais quand on regarde aussi le fait que la prise d'eau de l'usine de la Régie est en face, bien là, on vient dans le fond d'augmenter aussi le nombre de personnes, parce que dépendamment de la circulation de l'eau, on peut quand même
La rivière Richelieu a quand même un bon volume d'eau, malgré tout, un certain courant qui fait en sorte qu'on peut se protéger, mais ça fait en sorte aussi, d'une certaine façon, les matières qui seraient contaminantes aussi vont circuler plus rapidement. Alors, c'est quand même préoccupant. Donc, c'est ça, ça fait partie, c'était ma question, ça fait partie de vos préoccupations, ça, le fait qu'il y ait des produits chimiques qui ne seront peut-être pas en contact direct avec l'eau qui va être retournée, mais tout de moins, il va avoir... Ce qu'on nous a affirmé, c'est que l'eau va être en circuit fermé éventuellement parce qu'il y a une portion qui va être retournée et qu'elle serait refiltrée avant de retourner à la rivière parce que c'est important aussi qu'elle soit à la température de la rivière pour ne pas créer de choc thermique et non plus pas créer, je dirais, de choc chimique parce que si l'eau est trop pure d'une certaine façon, ça pourrait créer un déséquilibre parce que dans la rivière Richelieu, on a du H2O, mais toute une autre partie de composantes, alors que si on la filtrerait de façon intense pour renvoyer juste du H2O, ben oui, c'est de l'eau pure, mais à quelque part, ça créerait quand même un certain déséquilibre, là. Oui, totalement. Donc, bien évidemment, on va rester à l'affût de ce dossier-là. Tout Puis comme on va nous. se reparler, on va se reparler une fois que le comité va avoir été créé pour continuer à suivre le dossier. Merci. Merci, monsieur. Après la pause, on accueille Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, pour discuter des faits saillants de la dernière séance du Conseil de ville. Dernière chose, les crédits d'impôt auxquels j'ai le droit cette année, ça ressemble à quoi? Je sais pas trop pour vos impôts, mais pouvez-vous arrêter de parler, s'il vous plaît? Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Oh, excusez-moi. On reçoit en studio Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, pour revenir sur la dernière séance du Conseil qui avait lieu le 25 mars dernier. Bonjour, Mme Villot. Bonjour, Mme Villot. C'est vrai, c'est la première fois qu'on s'interpelle de cette manière-là. Donc, tout d'abord, une séance bien occupée, beaucoup de sujets à couvrir. D'abord, le lancement des tables de quartier. En quoi ça consiste? On est tellement heureux que les tables reviennent. En fait, en 2022, on avait fait un premier tour de piste des districts de la ville de Belleuil. Donc, chaque conseiller interpellait ses citoyens pour venir à la rencontre, comprendre le rôle du conseiller, entendre les préoccupations aussi de nos citoyens, mais créer un espace, dans le fond, de communication positive. On se dit que nos citoyens ont beaucoup de bonnes idées, mais on a très peu d'espace pour être capable de les faire émerger. Alors, l'objectif numéro 1, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne la ville. Ensuite de ça, est-ce qu'on a des bonnes idées autour de la table sur des thématiques qui vont vraiment être dédiées au quartier? On va les avoir identifiés, puis on va interpeller aussi les citoyens avant la rencontre s'ils ont des idées de thèmes qu'ils souhaitent aborder. Puis, ultimement, en fait, avec la popularité des tables de quartier, ce qu'on souhaite, c'est de créer des liens entre le voisinage. Donc, à la première mouture qu'on a eue en 2022, c'était beau de se rendre compte que les gens étaient à une rue ou deux d'un citoyen assis à côté de l'autre. Puis là, ils se découvrent, ils se rencontrent. Ça crée vraiment des belles rencontres. Ouais. Puis comment ça se passe? Est-ce que les citoyens reçoivent des invitations? Comment ils font pour participer à ces tables-là? Bien, en fait, le calendrier est en ligne, donc sur le site de la Ville. On peut aller voir là, par district les dates qui sont proposées. Par la suite, en fait, on s'inscrit sur la plateforme jeparticipe.belleuil.ca. Donc, c'est par là qu'on va recueillir aussi les bonnes idées des thèmes que les citoyens souhaitent aborder lors des rencontres. Oui, très intéressant. Sinon, il y a une augmentation au niveau des amendes en ce qui concerne l'abattage illégal d'arbres. Oui, bien en fait, le gouvernement a récemment passé une nouvelle loi pour augmenter les amendes dans ce cas-là. Et on doit faire une concordance, dans le fond, avec nos règlements parce que le règlement provincial a préséance sur le règlement municipal. Alors, ce que ça va faire, entre autres, c'est que les amendes qui étaient de 500 $ pour un abattage d'arbres illégal vont passer à 2500 $. Et les maximaux de ce qu'on pourrait payer étaient à 5 000 $ au départ, vont passer à 15 000 $ pour une faute grave. Alors, j'invite la population en entier, si vous avez à abattre un arbre en façade, sur les côtés, à l'arrière, s'il vous plaît, un arbre mort, un arbre malade, prenez le temps d'appeler à la ville pour vérifier. Des demandes de permis sont nécessaires dans n'importe quelle situation pour abattre un arbre. Oui, donc un rappel très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ça pourrait être une très mauvaise surprise. D'autre part, la Ville a mandaté l'atelier Pierre Thibault pour venir vous aider, vous accompagner à transposer la vision du nouveau quartier de Belleuil, puis voir,
En fait, c'est quoi le mandat exactement? On avait mandaté l'atelier Pierre Thibault. Vous savez, l'architecte Pierre Thibault, c'est celui qui a fait qui a réinventé les écoles au Québec. Donc, un homme extrêmement créatif avec une équipe débordante d'imagination. Ce qu'on souhaitait, là, c'est qu'on a un nouveau quartier à construire. Puis là, on s'attend à avoir 4000 portes dans ce quartier-là. Puis on ne veut pas faire d'erreur de densification parce qu'on n'en a pas fait beaucoup de densification jusqu'à maintenant à Belleuil. Puis ce qu'on souhaite, c'est de faire une densification heureuse. Dans un contexte comme ça, bien, on voulait s'inspirer des gens qui connaissent ce type de densification-là, puis qu'on ait une vision pour le quartier à venir. On voulait vraiment la proposer. Alors, en 2022, on a embauché pour un premier mandat l'atelier Pierre Thibault. Et ils sont venus, ont présenté même à la population des plans d'ensemble. C'est là qu'on a positionné notamment la nouvelle école. On voulait avoir un cœur de quartier, on voulait structurer nos espaces, avoir des visions, des grands principes qu'il allait transposer. Donc, un beau travail qui avait été fait. Puis là, le mandat terminé, on a essayé de transposer ça dans des règlements, puis on s'est rendu compte que c'était très difficile de transposer l'âme puis la vision dans un règlement. Alors, on réinterpelle l'atelier pour un second mandat cette fois-ci pour être capable d'arrimer, dans le fond, la vision qu'on a portée en 2022 puis qu'on souhaite porter dans ce nouveau quartier-là, puis dans des règlements d'urbanisme. Donc, oui. Ouais. Et pour finir, vous avez souligné la semaine de l'action bénévole qui va avoir lieu à la mi-avril, là, du 14 au 20 avril prochain. Donc, vous avez souligné vos différents bénévoles. Oui, mais proclamer cette semaine-là, c'est tellement important, en fait. La part des bénévoles dans la communauté là, est une richesse inestimable. C'est là qu'on voit le dynamisme d'une communauté, c'est par le nombre de bénévoles qu'on porte. Que ce soit dans un organisme, un événement, aider son voisin, un membre de sa famille, ces heures-là, c'est tellement précieux qu'il faut remercier les bénévoles qui sont là dans notre communauté, qui font la différence. Totalement. Merci, Mme Biot, d'être passée à nos studios. Ça fait plaisir. On revient aujourd'hui sur la 3e séance du Conseil de la MRC-VR qui a eu lieu le 21 mars dernier avec Mme Marilyn Nadeau, préfète à la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Mme Biot. Donc, tout d'abord, vous avez une invitation à lancer à la population. Oui, en fait, c'est pour la 2e année qu'on reconduit le projet de la chasse aux œuvres qui a été vraiment un succès l'année dernière. Donc, je vous invite à participer à cette chasse lors de l'ouverture à partir du 6 avril jusqu'au 5 mai. Il va y avoir des indices. Vous allez pouvoir vraiment parcourir le territoire pour trouver les 100 photos qu'il va y avoir de nos artistes qui vont avoir créé justement ces œuvres-là. Donc, regardez nos réseaux sociaux pour pouvoir partir à la chasse. Oui, et d'ailleurs, on va recevoir votre collègue, Mme Sabrina Brochu, pour avoir plus de détails sur cette fameuse chasse aux œuvres dont la première édition a été très populaire. Oui, c'est notre agente, en fait, culturelle. Donc, elle a vraiment une magie qui s'opère quand elle met tout son cœur dans les projets. Définitivement. Oui. Sinon, plusieurs décisions en lien avec la culture et le patrimoine. Oui, bien, pour commencer, nous avons donné une aide financière à la Maison des Patriotes de Saint-Denis-sur-Richelieu au montant de 30 000. Puis aussi pour le 20e anniversaire de Chant de Vielle qui se passe à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, nous avons accordé 25 000 pour ce 20e anniversaire qu'il faut fêter en grand, évidemment. Oui, bien sûr. Puis, on a poursuivi sous la veine là, vraiment culturelle et patrimoine avec 4 projets que nous avons acceptés dans notre fonds de développement culturel, par commencer avec la Maison des Patriotes aussi, pour un montant de 14 000 pour le projet mise en place d'une plateforme de gestion de contenu favorisant l'approche interactive. Ensuite, pour la Route des Arts du Richelieu, un montant de 11 500 pour le projet Sommet des Arts. Ensuite, pour le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, un montant de 13 500 pour les rencontres photographiques du Richelieu. Et pour finir, pour le Cœur de la montagne, un montant de 11 000 pour la création d'une chorale de travailleurs saisonniers. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Oui, 4 beaux projets à suivre, définitivement. Poursuivons maintenant avec des décisions en lien avec l'aménagement du territoire. Oui, comme vous savez, c'est une des compétences de la MRC. Et nous avons déposé un mémoire lors du premier projet là, du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Oui, mais en fait, on dit toujours PMAD, donc oui, c'est pour ça que je cherchais le nom de l'acronyme.
Donc, pour le premier paiement qu'on va déposer à la CMM, donc, nous avons émis des commentaires afin d'avoir des modifications. Puis aussi, nous avons adopté notre rapport annuel pour la 7e année pour nos activités, en fait, en lien avec la sécurité incendie. Oui. Donc, c'est une obligation qu'on avait rencontrée. Donc, nous avons déposé notre rapport. Oui, un appui aussi du côté loisirs et sports Montérégie. Oui, bien, en fait, ils ont une démarche, afin d'obtenir du financement auprès du gouvernement et des organismes décideurs là, qui concernent, en fait, tout ce qui est le plein air. Donc, leur projet, c'est un plan montérégien de développement plein air. Donc, nous les avons appuyés pleinement. Oui. Oui. Et pour terminer, il y a eu plusieurs décisions en lien avec le développement de la vie communautaire, oui. Notamment par rapport au projet Vivre ensemble. Oui, puis vous savez comment c'est important dans notre vallée, toute notre vie communautaire. Donc, nous allons lancer en fait un appel au projet pour vivre ensemble et ça vise des activités interculturelles sur notre territoire. Mm-hmm. Donc, à vos crayons pour être créatifs, pour pouvoir nous proposer des beaux projets. Oui, et le dépôt des projets se fait en ligne via votre site Web. Exactement. Donc, rendez-vous sur le site de la MRC-VR pour tous les détails sur ce projet-ci et tous les autres oui. dont on a parlé. Et merci d'être passée à nos studios, Mme Nadeau. Merci de l'invitation. À la prochaine. À la prochaine. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez vous joindre à une équipe dynamique et passionnée? Eh bien, c'est votre chance de faire partie de l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles, autant devant que derrière la caméra pour nos différentes émissions. Si vous avez un intérêt ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire dès maintenant. Sur ce, bonne semaine à tous.